Le colonel Robert Bobby Nash se tient à la porte 47 et regarde son vol pour Washington, D.C. s'éloigner du terminal, tandis que l'agent de la porte sourit derrière son comptoir. « Désolé, monsieur, mais les médailles n'achètent pas de place en première classe », avait-elle dit il y a 9 minutes. Maintenant, les agents fédéraux ordonnent à tous les avions de l'aéroport international de Denver de cesser de bouger et le téléphone de Bobby vibre d'appels du Pentagone. Le chaos contrôlé de l'aéroport international de Denver tourbillonne autour du colonel Robert Nash alors qu'il vérifie sa carte d'embarquement une dernière fois. À 52 ans, Bobby se comporte avec la confiance mesurée de quelqu'un qui a guidé des hommes dans des situations impossibles. Ses tenues seins bleus sont impeccables. Chaque ruban et chaque médaille sont positionnés avec une précision militaire. Mais c'est le ruban bleu clair, avec des étoiles blanches autour de son cou, qui détourne l'attention des voyageurs qui passent. La médaille d'honneur capte la lumière fluorescente, alors que Bobby se dirige vers la porte 47 où son vol de 15h15 pour l'aéroport national Ronald Reagan attend. Il se rend au cimetière national d'Arlington pour les funérailles de son ancien sergent de peloton, un homme qui a sauvé la vie de Bobby en Irak il y a 18 ans. La cérémonie commence demain à 8h, et ce vol est la dernière correspondance qui lui permettra d'arriver à temps. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui rendent hommage à ceux qui ont servi quand cela comptait le plus. La foule de l'après-midi à Denver se déplace avec l'urgence typique d'un aéroport, mais Bobby marche à son propre rythme. Le combat lui a appris que la précipitation conduit à des erreurs et que les erreurs font tuer des gens. Bobby Nash s'est enrôlé à l'âge de 18 ans, alors qu'il était un simple soldat venant d'une zone rurale du Montana, animé par les valeurs d'une petite ville et par une tradition familiale de service militaire. 28 plus tard, il porte des aigles sur ses épaules et inspire le respect des généraux, mais il se souvient encore de ce que c'était d'avoir peur et d'être loin de chez lui. La médaille d'honneur lui a été décernée lors d'une fusillade à Fallujah en 2006. Le peloton de Bobby est tombé dans une embuscade qui a tué 3 hommes dans les 30 premières secondes. Immobilisé par des tirs de mitrailleuse, Bobby a fait 7 voyages à découvert pour mettre les soldats blessés en sécurité. La citation ressemble à un extrait d'un film, mais Bobby s'en souvient comme des 20 minutes les plus longues de sa vie. Le sergent de première classe Marcus Williams a couvert la 6e mission de sauvetage de Bobby, prenant des balles destinées à son commandant. Marcus a survécu ce jour-là, mais ne s'est jamais complètement remis de ses blessures. Il a passé 12 ans à lutter contre la douleur fantôme, le SSPT et un système VA qui agissait trop lentement pour le sauver de lui-même. Les funérailles de demain seront la dernière chance pour Bobby de dire au revoir à l'homme qui a rendu son héroïsme possible. Bobby a réservé la première classe parce qu'il voulait ces quelques heures de repos supplémentaires avant d'affronter la veuve de Marcus et ses 3 enfants. Être pilote d'avion signifie arriver épuisé et émotionnellement non préparé à l'un des jours les plus difficiles de sa carrière militaire. Certaines dépenses valent la peine d'être payées et honorer les frères tombés au combat se classe en tête de cette liste. L'agente d'embarquement Jennifer Walsh lève les yeux de son écran d'ordinateur avec l'indifférence pratiquée de quelqu'un à qui l'embarquement a été refusé à des milliers de voyageurs. À 26 ans, elle travaille pour Skyward Airlines depuis 3 ans et est fière de suivre la politique de l'entreprise sans exception. Le pouvoir de faire ou de défaire les projets de voyage de quelqu'un lui donne un sentiment de contrôle qui lui manque dans d'autres domaines de sa vie. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous vous écartiez », annonce Jennifer alors que Bobby s'approche de son comptoir. « Votre réservation a été signalée pour examen ?»
Bobby présente sa carte d'embarquement et sa carte militaire avec l'impatience de quelqu'un habitué à la bureaucratie. « Madame, j'ai un siège confirmé en première classe sur le vol Vision 47 à destination de Washington. Y a-t-il un problème avec ma documentation? » Jennifer jette à peine un coup d'œil à ses références avant de secouer la tête. « Monsieur, il semble que votre réduction militaire ne couvre pas le coût total du service de première classe. Vous devrez payer la différence ou accepter une réaffectation au poste d'entraîneur. Cette déclaration n'a aucun sens. Bobby a payé le prix fort pour son billet. Aucune remise appliquée. Mais Jennifer avait déjà pris sa décision. Ce soldat en uniforme, pensa-t-elle, tentait simplement de contourner le système, sûrement convaincu que ses médailles pourraient la faire plier, la pousser à lui accorder un traitement de faveur. « Madame, j'ai réglé le tarif plein en première classe il y a 3 semaines, » précisa Bobby calmement. « Il n'y a aucune réduction militaire sur cette réservation. » La voix de Jennifer prit ce ton condescendant qu'elle réservait aux passagers jugés difficiles. « Monsieur, je comprends votre frustration, mais notre politique est claire. Le personnel militaire ne bénéficie pas de mise à niveau automatique, peu importe ses décorations. » Autour d'eux, d'autres voyageurs commençaient à s'arrêter, attirés par la tension croissante. Certains sortaient leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui ressemblait de plus en plus à une altercation entre un employé de la compagnie aérienne et un vétéran décoré. Bobby sentit la foule grandir, mais son regard resta fixé sur Jennifer. « Je ne demande pas de surclassement, » expliqua-t-il d'une voix douce mais ferme. « J'ai acheté ce siège au prix fort, et voici mon reçu. » Jennifer ne demanda même pas à voir le reçu. « Désolé, monsieur, mais les médailles ne donnent pas droit à une place en première classe. Vous pouvez toujours prendre le bus ou chercher un autre vol. » La porte d'embarquement se referma dans un sifflement hydraulique, tandis que le vol I-847 s'éloignait du terminal, emportant avec lui le siège vide que Bobby aurait dû occuper à destination de Washington. Bobby regarda l'avion disparaître derrière les larges fenêtres du terminal. Une sensation oppressante lui serra la poitrine, familière, mais qui n'avait rien à voir avec l'altitude. C'était la même lourdeur qu'il avait ressentie en Irak lorsque les plans avaient échoué et que des hommes bons, avaient payé le prix des erreurs d'autrui. Il pensa à Marcus Williams, étendu dans un cercueil drapé du drapeau américain, attendant ses frères d'armes, peut-être absent à ses funérailles, parce qu'un employé de la compagnie aérienne avait décidé que ses médailles ne comptaient pas. L'ironie mordante était plus douloureuse que n'importe quel éclat d'obus. Bobby avait survécu aux tirs nourris de mitrailleuses et aux attaques de mortiers, mais avait été vaincu par l'indifférence bureaucratique à 30 000 pieds, loin de sa zone de combat. La médaille d'honneur suspendue à son cou semblait soudain peser davantage, non pas sous son poids matériel, mais à cause de ce qu'elle représentait. Il y a 22 ans, il avait tout risqué pour ramener ces hommes vivants. Aujourd'hui, il était incapable d'honorer l'un d'eux, même dans la mort. Son téléphone vibra. Un message de la veuve de Marcus. « Au plaisir de vous voir demain, colonel. Marcus a toujours dit que vous déplaceriez ciel et terre pour vos hommes. » Bobby relut le message, conscient qu'il s'apprêtait à décevoir une famille qui lui faisait confiance, simplement parce que quelqu'un avait estimé que son service méritait moins de respect qu'un simple ticket d'avion. Le prochain vol disponible n'arrivait qu'après la fin des funérailles, rendant ce retard intolérable. C'était une trahison de tout ce qu'il avait juré de défendre. Le brouhaha du terminal s'estompa autour de lui, tandis qu'il digérait l'amertume de ce dernier adieu manqué. Déterminé, Bobby s'avança de nouveau vers le comptoir, son sac pour ordinateur portable en main. Il avait résolu bien des crises sous le feu ennemi, et il n'allait pas renoncer cette fois. « Madame, je dois parler à votre superviseur. » Jennifer ne leva pas les yeux de son écran. « Monsieur, je vous ai expliqué notre politique. Le superviseur vous dira la même chose. » Autour d'eux,
Les passagers attendant d'autres vols s'étaient rassemblés, captivés par la confrontation. Certains reconnaissaient la médaille d'honneur grâce aux reportages et documentaires et savaient qu'ils assistaient à un moment important. Bobby ouvrit son ordinateur portable et montra la confirmation de réservation originale. Paiement intégral pour la première classe sans réduction militaire. « Madame, voici mon reçu prouvant le paiement complet. Il y a manifestement une erreur. » Jennifer jeta un coup d'œil rapide, moins de 3 secondes, puis secoua la tête. « Monsieur, notre système indique le contraire. Vous devrez contacter le service client. » Elle savait bien que ce service, basé dans un autre fuseau horaire, faisait patienter des heures, pas des minutes. Bobby comprit la manœuvre dilatoire, conçue pour l'épuiser et le faire renoncer à son siège. Dans d'autres circonstances, il aurait pu accepter un compromis. Mais manquer les funérailles de Marcus n'était pas négociable. « J'ai besoin de parler à quelqu'un qui a l'autorité pour résoudre ce problème immédiatement, » dit Bobby, sa voix portant la présence silencieuse et commandée qui déplaçait autrefois des bataillons entiers. Jennifer lève enfin les yeux, irritée par sa persistance. « Monsieur, je suis l'autorité à cette porte. Si vous n'aimez pas nos politiques, vous pouvez voyager avec une autre compagnie aérienne. » Le défi plane dans l'air entre eux comme la fumée des armes à feu. D'autres passagers bougent mal à l'aise, sentant la tension monter. Au-delà des disputes de voyage habituelles, quelqu'un mentionne la médaille d'honneur à son compagnon et des conversations chuchotées se répandent dans la zone d'embarquement. Bobby sort son téléphone et fait défiler ses contacts, s'arrêtant sur un numéro qu'il n'a pas appelé depuis 2 ans. Certaines situations nécessitent de passer par les voies appropriées. D'autres nécessitent de faire appel à des personnes plus importantes que les politiques des compagnies aériennes. Le téléphone sonne 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde avec une précision militaire. La générale Patricia Hawkins, chef d'état-major interarmée, répond à la ligne de sécurité du Pentagone avec la franchise qui la caractérise. « Bobby Nash, » dit-elle en reconnaissant son numéro. « Quelle est votre situation? » « Madame, je suis bloquée à l'aéroport international de Denver. Un employé de la compagnie aérienne m'a refusé l'embarquement pour un siège payé en première classe et je vais manquer les funérailles du sergent Williams demain. » La ligne reste silencieuse quelques secondes. Le général Hawkins a servi comme commandant de bataillon de Bobby en Irak et était présent lorsqu'il a reçu la médaille d'honneur. Elle connaissait également Marcus Williams personnellement, ayant épinglé le Purple Heart sur sa poitrine dans un hôpital de campagne il y a 18 ans. « Colonel Dash, êtes-vous en train de me dire que quelqu'un empêche un récipiendaire de la médaille d'honneur d'assister aux funérailles d'un soldat tombé au combat? »« Oui, madame. L'agent d'embarquement prétend que mon statut militaire ne me qualifie pas pour le siège que j'ai acheté. Le général Hawkins n'a pas besoin de détails supplémentaires. Tenez-vous prêt, colonel. Cette situation est sur le point de changer. » Bobby met fin à l'appel et remarque que Jennifer le regarde avec un malaise croissant. Sa confiance faiblit lorsqu'elle réalise que ce colonel décoré pourrait avoir des relations au-delà de son niveau d'autorité. 8 minutes passent dans un silence intense. D'autres passagers sentent que quelque chose d'important se produit sans pouvoir identifier quoi exactement. Les annonces habituelles de l'aéroport se poursuivent, mais un courant d'anticipation sous-jacent est perceptible, que les voyageurs expérimentés reconnaissent comme le calme avant une perturbation majeure. À 16h à 3 précisément, tous les écrans de départ de l'aéroport international de Denver affichent le même message. Tous les mouvements d'aéronefs sont suspendus par ordre fédéral. Restez dans le terminal jusqu'à nouvel ordre. Le terminal informatique de Jennifer sonne avec une notification d'urgence provenant du siège de la compagnie aérienne. Son visage pâlit
alors qu'elle lit le message 2 fois, puis lève les yeux vers Bobby en réalisant à quel point elle a mal calculé cette situation. À travers les fenêtres du terminal, des SUV noirs aux plaques d'immatriculation gouvernementale traversent le tarmac à toute vitesse en direction de leur porte d'embarquement. Les tours de contrôle du trafic aérien s'illuminent de conversations radio tandis que les agents fédéraux coordonnent la fermeture de l'aéroport. Les passagers commencent à se rassembler autour des écrans de départ, déconcertés par la suspension sans précédent de toutes les opérations de vol. Le superviseur de Jennifer apparaît au comptoir d'embarquement, se déplaçant plus vite que quiconque ne l'a vu bouger depuis des années. Derrière elle, 2 hommes en costume sombre montrent leurs lettres de créance fédérale au personnel de sécurité de l'aéroport. La dynamique du pouvoir a complètement changé, et tout le monde à la porte 47 le sait. Les agents fédéraux s'approchent du comptoir de Jennifer avec la précision méthodique de personnes habituées à résoudre des situations ayant dégénéré au-delà de l'autorité locale. L'agent Rebecca Martinez, du département de la sécurité intérieure, montre ses informations d'identification tandis que son partenaire coordonne la sécurité de l'aéroport par radio. Madame Walsh, agent Martinez, s'adresse-t-elle directement à Jennifer. Nous devons discuter immédiatement de votre interaction avec le colonel Nash. Jennifer balbutie une explication qui semble de plus en plus faible sous l'examen du gouvernement fédéral. La défense de sa politique d'entreprise s'effondre lorsque les agents produisent la réservation originale de Bobby, montrant le paiement intégral du service de première classe. L'écart de facturation qu'elle prétendait exister était entièrement fictif, créé pour justifier le refus d'embarquement à quelqu'un qui, selon elle, ne méritait pas de traitement spécial. En 30 minutes, le directeur régional de Skyward Airlines arrive du siège social avec l'autorisation de résoudre tout problème nécessaire pour mettre fin à l'enquête fédérale. La compagnie aérienne est confrontée à des violations potentielles des réglementations fédérales en matière de transport, à des plaintes pour discrimination et à un cauchemar en matière de relations publiques qui pourrait coûter des millions en perte de revenus. Le colonel Nash, le directeur, s'adresse à Bobby avec une nervosité évidente. « Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour ce traitement inacceptable. Nous rétablissons immédiatement votre réservation initiale et vous offrons un service de première classe gratuit à vie en guise de compensation pour cet incident. » La réponse de Bobby surprend tout le monde présent. « Monsieur, je ne veux pas de vol gratuit. Je veux avoir l'assurance qu'aucun autre militaire ne sera confronté à ce genre de manque de respect lorsqu'il se rendra en hommage à ses camarades tombés au combat. » Le directeur hoche rapidement la tête, calculant déjà des stratégies de contrôle des dégâts. « Absolument, colonel. Nous mettons en œuvre des changements de politique immédiats et une formation obligatoire au respect pour tout le personnel du service client. » Jennifer Walsh vide son bureau 30 minutes plus tard. Sa carrière dans le secteur aérien s'est terminée par 6 mots qui ont révélé son véritable caractère. La vidéo sur les réseaux sociaux de son interaction avec Bobby est déjà devenue virale, la transformant en un symbole du manque de respect institutionnel envers le service militaire. Le vol 1847 retourne à la porte d'embarquement sous escorte fédérale et Bobby monte à bord de l'avion sous les applaudissements dispersés des passagers qui ont été témoins de sa gestion digne face à la discrimination systématique. Le siège vide du premier est alors occupé par quelqu'un qui l'a gagné par le service plutôt que par le privilège. Le lendemain matin, Bobby Nash se tient au garde-à-vous au cimetière national d'Arlington, tandis que les membres de la garde d'honneur plient le drapeau américain qui recouvrait le cercueil de Marcus Williams. La cérémonie se déroule avec une précision militaire
Mais les pensées de Bobby dérivent vers les événements de la veille et ce qu'ils ont révélé sur la compréhension civile du sacrifice militaire. La veuve de Marcus s'approche après la cérémonie, les larmes aux yeux, mais la force dans la voix. « Colonel Nash, Marcus a toujours dit que tu déplacerais ciel et terre pour tes soldats. Hier, il a prouvé qu'il avait raison. » Bobby accepte le drapeau plié offert par les enfants de Marcus, sachant que certaines batailles continuent longtemps après les guerres, et la lutte pour le respect, la reconnaissance et la dignité humaine fondamentale ne cesse d'exiger la vigilance de ceux qui ont juré de défendre les valeurs américaines. L'incident de la compagnie aérienne a révélé une vérité plus profonde sur le fossé entre le monde civil et le monde militaire. La plupart des Américains soutiennent les troupes en termes abstraits, mais ne traduisent pas toujours ce soutien en actions concrètes lorsque cela est nécessaire. Le port de l'uniforme ne garantit rien, si ce n'est la responsabilité de respecter des normes que d'autres pourraient ignorer. Jennifer Walsh a appris que les médailles sont importantes, non pas parce qu'elles accordent des privilèges spéciaux, mais parce qu'elles représentent un sacrifice que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. La médaille d'honneur autour du cou de Bobby n'est pas un bijou. C'est un rappel que certaines personnes paient des prix que d'autres ne paieront jamais. Le service ne s'arrête pas avec la retraite, pas plus que l'obligation de défendre ses camarades vétérans lorsque le système les laisse tomber. Parfois, pour remuer ciel et terre, il suffit de passer le bon appel à la bonne personne. L'honneur ne dépend pas de ce que vous avez fait. Il s'agit de ce que vous êtes encore prêt à faire.